J'ai eu un souci tout à l'heure, tu sais, genre je me suis changé, parce que j'avais un souci de pompe, et du coup j'ai remis mon t-shirt à l'envers, mesdames et messieurs. C'est vrai. Devant trop, et je l'ai remis, et là je suis en mode, mais attends, mais... Bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est parfait? Parce qu'il y a du monde ce soir. C'est incroyable. Le cadre est beau. Hein. Par contre, le son, ça résonne là. Ouais, Il y a de l'espace. il y a de Il y a de l'espace. On est au Musée d'Art Moderne de Paris et on est totalement seuls, puisque le Musée d'Art Moderne de Paris nous a permis ce soir d'être seuls et de vous permettre de regarder ces lieux. Et on est accompagné en plus de deux personnes exceptionnelles. Philippe, de la revue Beaux-Arts Magazine, conférencier exceptionnel. On le présente plus. On le présente plus. Ça va être un peu un mélange de discussion et de présentation de tableau. Philippe va nous montrer un peu ce qu'il connaît, il va nous montrer des choses. Et nous, on va réagir avec Ponce, Bien sachant sûr. que nous sommes des néophytes. Ponce, Tout à fait. C'est quoi un peu ton expérience vite fait sur les musées? Alors c'est assez marrant. En fait, quand j'étais avec ma famille, on en faisait en fait au début beaucoup, puis après peu, parce que mon père voulait lire tout. Et ma mère pétait un plomb. Et donc ma mère voulait plus faire de musée parce que mon père lit tout. C'est-à-dire que voilà, tout. Et donc effectivement, en une après-midi, t'as pas fait le quart du musée. Ma mère pétait un plomb. Alors, moi, je me disais en fait, quand on préparait le live, que nous, en tant qu'historiens de l'art, on enferme un peu la culture, l'art, dans des théories. On a un peu trop tendance à intellectualiser les choses. Et je pense que vous allez être là aussi pour apporter un peu d'émotion. Ouais. Non, mais apporter un peu d'émotion en fait. Parce que c'est vrai que moi, je ne vais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt dans le cas d'une visite. Mais vous, par contre, allez-y quoi. Enfin, Tu veux dire que toi, finalement, c'est très théorique, limite terre c'est-à-dire à que terre. nous, c'est l'approche qu'on a de l'histoire de l'art. C'est-à-dire quand je regarde une peinture, l'idée c'est de prendre de la hauteur, contextualiser, penser aux références de l'artiste, Oui, sa alors. biographie, des choses comme ça. Je vois. Et Alors que du nous, coup, on va il y a juste, une façon de couper avec l'émotion. Donc on va T'inquiète, plutôt être dans l'émotion. on va t'en donner. Hein. Ah, est-ce que vous reconnaissez un peu Un petit Matisse. On est sur du Matisse, Matisse, on est exactement. dans la salle Matisse, grand détesté de questions pour un champion. Alors, il faut Pourquoi savoir, hein. Il faut savoir, mesdames et messieurs, Philippe, je te prends un peu à... Philippe a fait question pour un champion, mesdames et messieurs. Il a fait question pour un champion. Pourquoi tu balances Mais il y a un problème, c'est que Philippe a eu une émission question pour un champion difficile. J'ai chuté sur le girafon. Et ça, Il n'a pas trouvé le girafon. C'est quoi? T'as chuté sur la première épreuve ou C'est-à-dire qu'on fallait. Oui, c'est ça, au 9 points gagnants. 9 points gagnants, ouais. Ah ouais. Mais tu sais que par contre, Matisse, c'est un gros détesté de question pour un champion. Mais pourquoi? En fait, il tombe quasiment jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'époque moderne ou de l'époque de Matisse, jamais il n'est tombé. Moi, ça fait 2 ans que je regarde Question pour un champion sur Twitch et que je regarde des émissions tout le temps, il tombe jamais. C'est dommage parce que c'est quand même, on connaît beaucoup Picasso, c'était le seul rival que Picasso se donnait. D'ailleurs, il disait que c'était vraiment la seule figure qui pesait face à lui. Ah oui. Donc c'est quand même un artiste majeur. Alors pour vous contextualiser un peu, Matisse, là on est en 1930 quand il se rend à Philadelphie, il est collectionné par un Américain qui a fait fortune, la période tombe bien, il a fait fortune en créant un antiseptique. D'accord. Mais à tel point qu'il est millionnaire. Et donc Barnes collectionne, et il collectionne notamment Matisse. Et donc voilà, il fait cette toile, il la présente en 1905, et donc les critiques sont très acerbes. On va le comparer à un fauve. On va les comparer, toute sa génération, à des fauves dans une exposition. Et donc ça va donner le fauvisme. Donc il a quand même été initiateur de ce mot-là, de ce courant-là. J'ai un peu de mal avec Matisse généralement, mais j'avoue que moi, ça là. Après, on est dans un. Je sais pas comment ça se retransmet par rapport à l'écran, mais je pense que ça a l'air pas mal quand même, le plan super. C'est huge, travail hein. de Michel. C'est très... Mais en Regardez, fait, si vous c'est voulez, moi, à grand, quoi. côté... Ouais, regardez. 1m83. C'est bonjour. Salut. D'ailleurs, pourquoi c'est divisé en 3 Alors, Est-ce que c'est et dont celle du milieu plus grande? donc il va dans la fondation de ce monsieur Barnes, qui a déjà acheté ces toiles. Donc on est encore une fois en 1930 et Barnes lui montre sa fondation qu'il vient de faire construire. Et donc dans la grande salle, la principale salle d'exposition, au-dessus il y a donc 3 portes-fenêtres avec au-dessus des grands espaces. Et l'idée de Barnes, c'est d'inciter Matisse à faire des toiles pour cet espace-là. C'est marrant d'avoir cet aspect-là où tu te dis que les œuvres qu'on regarde peuvent aussi venir d'une idée de quelqu'un qui commande. Parce qu'en fait, Oui. on n'a pas Oui. cet aspect-là. Bah, C'est en une fait, commande, ça. On l'a perdu parce qu'aujourd'hui, depuis le 19e siècle, il y a un marché de l'art qui fait qu'on a des galeries avec des toiles qu'on peut venir acheter, des sculptures qu'on peut venir acheter. Mais si vous pensez à la Renaissance, tout ne fonctionne que sur de la commande. Ah oui, les mécènes. À la Renaissance, oui. Voilà. Bah, en fait, il a fallu attendre jusqu'au 19e siècle pour que ça change. Par contre, juste, alors,
très bien, mais du coup, c'est lié à l'œuvre? Oui, alors, en fait, cette année, on fête les 60 ans de la création de la maison de couture Yves Saint Laurent. Ok. Donc Yves Saint Laurent propose sa première collection haute couture le 25 janvier 1962. Et comme ça ne vous a pas échappé, on est un peu dans la ville de la Fashion Week. C'était quand même un peu normal de rendre hommage à cette maison de couture. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est exposé dans les musées? Parce que Yves Saint Laurent, c'est quelqu'un... Alors, il disait lui-même qu'il a peu de connaissances en histoire de l'art, mais il a la chance, c'est de rencontrer Pierre Berger, qui va être d'abord l'homme de sa vie et aussi quelqu'un qui va l'initier à l'histoire de l'art. Et la rencontre avec des artistes va être déterminante pour lui. Et pour ses créations. Et pour ses créations. C'est vrai, il avait fait une robe Mondrian, il me semble. Il a fait une robe Mondrian qui est exposée dans un autre musée. Si vous regardez la robe, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait en dire par rapport au style de Matisse? Couleur, couleurs unies sur une grande surface. Un aplat, c'est ça? Un aplat, exact. Oui, Après, moi, c'est... Et qu'est-ce qui la structure? Je sais pas, rien que le mouvement et les ondulations, ça me fait penser. Parce qu'en fait, là, quand je vois la peinture, ça bouge, tu vois. Genre là, ça bouge. Oui, il y a du mouvement. Je me je suis sens en assez soirée. d'accord. Ouais, Il y a du mouvement, il y a du. Oui. Matisse se pose beaucoup de questions sur son dessin. Qu'est-ce que c'est que la place du dessin dans la peinture? Et donc, du coup, à travers le dessin, qu'est-ce que c'est que la place du trait? Et en fait, la robe aussi, elle est là pour vous montrer. Voilà. Quand je dessine mon trait, c'est quoi son rapport à la forme? Est-ce que le cercle, il existe par la couleur que je mets dedans, ou est-ce que c'est le trait qui fait naître la forme? C'est pour ça qu'il y a des traits dans Ouais. la robe. Bah oui. Je fais une dernière remarque. Je Ouais. ne sais pas si c'est très pertinent, mais je viens de capter que là, il y avait un fond, on va dire bleu, Oui. full. Ici, au fond, on va dire presque moitié. Et après, plus Et rien. ici, allez, un sixième, quoi. Parce que là, il n'a pas terminé. Oh, c'est pas fini. Non. Oh, c'est le mec, il a, Ah non. le mec, Mais non. il a un truc dans un musée, Mais- c'est pas terminé. T'étais en full interprétation, t'étais en mode. Alors, est-ce que c'est le début, est-ce À que mon c'est la avis, vie, c'est juste ensuite le la bateau, mort, puis ensuite. Parce que je vous ai dit, il peint pour une fondation qui est aux États-Unis. Vous vous doutez bien que la fresque, l'étoile, elles sont aux États-Unis. Donc qu'est-ce que ça fout là en fait? C'est qu'en fait, il n'a pas terminé cette œuvre-là. Ah, d'accord, ok, d'accord. D'accord, on a Bon, peut-être- là, on est très proche de la version finale. C'est pas encore la version finale. Ah, ok. On est d'accord, parce que la version finale, encore une fois, Elle est là-bas. aux États-Unis. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est pas la version finale? Pas parce qu'il s'est trompé dans les proportions en fait. Ah, C'est bête. il hein. s'est trompé. Ouais, il n'a pas vu que les retombées des voûtes, en fait, ici, ce sont des segments trop courts. Elles font 50 cm de large, elles devraient faire 1 mètre. D'accord. Donc il a été obligé ok. de tout reprendre. Là, je trouve même en termes de mix de couleurs, je trouve ça incroyable à regarder, comparé à celle d'avant. Parce que celle oui. d'avant, j'aimais bien. Bah, elle est pas finie, quoi. C'est vrai que, mais on ne le remarque pas. Non, Enfin, ça dépend. moi, Philippe, t'es pas là, je me dis, bah, super Pareil, taf. moi je me dis super taf, pas mal, le dégradé, de moins en moins bleu. Propre. On t'écoute, Philippe. On t'écoute, Bah, en on fait, est- l'idée, désolé. c'était de vous montrer Delaunay quand même. Parce que c'est un. D'abord, les toiles sont très impressionnantes. Oh, c'est beau, j'aime bien. Oui. Enfin, c'est beau, il faut pas dire c'est beau. Si, mais on peut le dire. Mais évidemment qu'on peut le dire. Moi, je trouve ça beau, que c'est en vrai. J'aime bien la logique et les formes. C'est un matos, toi. Pareil. Ça, C'est un- satisfaisant. c'est je trouve. sati- Je suis très satisfaisant, ouais. Je suis satisfait, je vois ça, et je pense qu'il y a pas mal de gens sur le chat qui ont un peu la même vision que moi sur ça, sur les formes et tout. Et je pense que c'est un peu tu sais, les vidéos où tu vois les sandwichs qui s'aplatissent. C'est un peu. Ça c'est très satisfaisant. Oui, ouais, C'est- j'aime bien. et tu vois, on parlait tout à l'heure de technique, de est-ce que c'est facile, est-ce que tout le monde. Moi, ça m'impressionne, tu vois. Quelqu'un qui a pu faire un truc aussi. Parce que, bon, là, je suis un peu loin, tu me diras, mais ça reste hyper précis, tu vois. Et à tout moment, tu le rates. Encore une fois, cette question de la technique, c'est à la fois une question intéressante et c'est en même temps un piège. Est-ce qu'on va tout pouvoir résumer à de la technique? Je pense pas. Non, bien sûr. Mais par contre, on peut quand même être. Ah oui, après on peut reconnaître. on peut, on va dire, ressentir quelque chose de par la technique. Tout à l'heure, Étoile, tu as regardé le titre de l'œuvre, c'était comment? Je me souviens plus. Elle s'appelle Rythme. Ah, c'est le rythme. Rythme. Et donc on comprend, rien que dans le titre, que la référence à la peinture, ça va être la musique. Sans déconner, je connaissais de nom, tu vois, Delaunay, voilà. Ouais. J'avais jamais vraiment vu. Je crois que j'en trouvais vraiment un artiste. Ah, que t'aimes je- bien? Alors, Ah ouais, vraiment. En plus, je pense que c'est typiquement aujourd'hui, on a une diffusion des images sur Internet, des versions numériques des Oui. choses. Ton écran, il fait pas cette taille-là en fait. Et je pense qu'être confronté à l'œuvre, une œuvre Ouais. de cette Bah, taille-là, là, je m'en prends dans la gueule. Hein. voilà, Oui, oui, on se le clairement. prend dans la gueule et surtout, tu comprends cette idée de l'onde. Tu comprends le mouvement quand tu es face à ça. On le voit là, on voit les j'adore. cercles bouger. Bon, là, je vais vous emmener un peu voyager. Let's Là, go. on prend le bateau, on prend Allez. Normandie. Ah, ça, alors là. En fait, on est, donc là, on est dans le fumoir du bateau.
Ouais, ça se D'accord. ressent. Le fumoir, donc c'est la pièce destinée aux hommes où ils peuvent fumer leurs cigarettes après les repas. C'est quoi comme matière? C'est incroyable. J'ai envie de toucher. Ouais, Non, j'ai envie je de vais pas toucher, toucher. on mais va pas se faire casser la gueule. Non. C'est une matière, je crois, qui s'appelle batinde, qu'il a créée lui-même, en fait. Il a mis au point une matière de façon à pouvoir recevoir de la laque dorée, parce qu'il a été formé auprès d'un maître japonais pour maîtriser la technique de la laque. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de vous montrer la façon dont il représente les corps. Donc, on a déjà, en termes d'art déco, on est juste après l'art nouveau, avec cette espèce de folie de la nature et de la courbe, une sorte de création désordonnée, asymétrique. Là, on revient à des choses plus ordonnées. Très réaliste. Très réaliste. C'est réaliste de ouf. Ouais, c'est très réaliste. Et surtout, si vous regardez les personnages, la référence de Dunant est implicitement les bas-reliefs égyptiens. Mais c'est marrant, toutes ces. Oh, le travail de la production, mesdames et messieurs, regardez, on fait un travelling. Hein. C'est vraiment marrant, toutes ces influences du coup. 1930, il y a un côté, comme tu dis, Égypte, en même temps Art Nouveau, c'est doré. Alors, en même temps japonais, tu nous as dit qu'il a été formé. Enfin, c'est fou. on est après le choc de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, pour plein d'artistes, ça a posé une question. Est-ce qu'on peut encore peindre? Est-ce qu'on peut encore être un artiste? Est-ce que ça a encore du sens d'être un artiste après un conflit qui a vu mourir des millions de personnes? Ce qui sort de ça, c'est la nécessité de repenser un langage artistique, de créer différemment, d'aller chercher des références ailleurs. Venez voir Utrio parce que... Utrio, exceptionnel, Maurice. J'adore. C'est vrai? J'adore Maurice Utrio. Alors, je vais t'expliquer encore, Philippe. J'ai une histoire avec Maurice Utrio. D'accord. Je suis allé dans un musée où j'ai vu Maurice Utrio. Et en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien dans les musées, c'est que je m'approche, je ne regarde pas le nom des artistes et je me dis, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas? Et à chaque fois que j'aimais bien un tableau, c'était Maurice. Ça me fait pareil avec Snoop Dogg et le rap, tu vois. C'est Mais pareil. genre, no joke, je te jure. À chaque fois que j'écoutais, tu sais, j'écoutais des playlists et tout, je me disais, ça, c'est de la frappe. C'est Snoop. Snoop. Bah, Je te jure que ça m'a fait- mais Maurice, c'est Snoop. Hein. Lui, je voulais vous le montrer parce que, cette toile en particulier, parce qu'en fait, ça n'existe plus, ce qu'il a peint. Et pour moi, il est aussi important parce qu'il témoigne d'un monde qui a disparu. Du Montmartre qui a été remplacé par des immeubles de rapport. Et là, c'était la maison de Berlioz. Il arrive au moment où on a la révolution cubiste, quand même, qui fait parler d'elle. Et lui, donc, cette idée qu'on va déconstruire complètement le motif, on verra ça tout à l'heure, on va déconstruire l'image. Et lui, il reste quand même attaché à la figuration. C'est aussi pour vous dire que même si on a des recherches vers l'abstraction, on n'a jamais vraiment perdu la figuration. C'est deux façons différentes de représenter le monde, mais dans les deux cas, ça a toujours existé en fait, dans le XXe siècle. On ne peut pas ne pas s'arrêter devant Derain. Oh oui. Ah oui, parce que tout à l'heure, on a parlé de Matisse et de cette révolution du fauvisme. Alors Derain, bon, figure très contestée. Ok, parce qu'il a fait partie des artistes français, partis en Allemagne, invités par les nazis pendant l'occupation. Il a quand même participé à des grands mouvements artistiques, enfin à ce grand mouvement en tout cas, qui est le fauvisme, qui est encore une fois cette idée de déconstruire le rapport qu'on a au réel. Est-ce que peindre, c'est uniquement reproduire le monde tel que je le vois, ou est-ce que c'est le représenter tel que je le sens? Et c'est en fait la façon dont il peint en fait. Ça ne sert à rien de chercher une correspondance avec ce qui est observable, mais c'est cette idée que tout d'un coup, la couleur est une expression. Et ça inscrit la peinture dans un grand débat qu'il y a eu en France, justement à cause de l'Académie, qui est de savoir si le plus important c'est le dessin ou si c'est la couleur. La France, l'Académie française, l'Académie de peinture et de sculpture, décrète que ce qui est le plus important c'est le dessin, parce qu'un dessin clair, c'est un message moral clair. Ah, d'accord. Et du coup, Derain, il arrive et bah. Et c'est la couleur. Je voulais juste vous montrer Buffet parce que c'était un lien avec Yves Saint Laurent. En fait, il y a un lien avec Yves Saint Laurent parce que Bernard Buffet avait fait le portrait de Monsieur Dior, Christian Dior. Alors, vous savez que dans la couture, entre parenthèses, on dit toujours Monsieur. Monsieur Dior. Il fait son portrait et donc il est invité à tous les défilés. Et donc il est invité au premier défilé qu'a dessiné Yves Saint Laurent en 1958. Et il vient avec son impresario, son agent, son protecteur, son Pygmalion, qui est Pierre Berger. Et c'est comme ça que c'est à travers Bernard Buffet que Pierre Berger et Yves Saint Laurent se rencontrent et qu'ils vont former un couple toute leur vie. Alors pour le coup, vous voyez, quand je vous dis que je ne dis pas j'aime bien, parce que le surréalisme, il y a un côté qui me séduit intellectuellement. Ah. Et je voulais vous montrer ça justement. Il y a de l'idée. Alors il y là, a de l'idée. ça va vous Ah, mais plaire. Victor Brunner. Mais attends, on n'a pas vu un truc de lui tout à l'heure là? Non, je pense pas. Pourquoi? Tu l'as déjà vu sur un maître des fleurs. Alors moi, j'étais plutôt intéressé par cela, vous voyez. Oui.
J'avoue que celui-là, il est Ouais, celui-là, il Celui-là. va- Bah, en fait, si vous regardez, là on est dans cette idée du surréalisme. Le surréalisme, le boss du surréalisme, c'est André Breton. C'est-à-dire c'est lui qui va fédérer autour de lui un groupe d'artistes et qui va surtout signer le premier grand manifeste du surréalisme. Et ce qui va nourrir le surréalisme, en grande partie, et surtout chez Breton, c'est la psychanalyse. Si je vous dis quelqu'un qui fait se rencontrer des images absurdes et qui va leur donner du sens, est-ce que vous pensez à un artiste en particulier du XXe siècle? Alors là, Mais hyper connu. un artiste. Magritte. Alors, par exemple, oui. Je vais regarder, est-ce que le chat là. Je suis sûr que le chat là, c'est Oh, obligé. je veux voir. C'est obligé. Les pubs pour le chocolat? Ouais. Ah, on a du Dali. On a du Dali. Ah, mais oui, évidemment. d'accord. On avait Dali. Moi, je pensais plus à Magritte. J'étais plus Parce que Dali, c'est un peu la figure emblématique Ouais, c'est vrai. du surréalisme. En l'occurrence, il a été éjecté très rapidement du groupe par André Breton. Sérieux? André Breton, en tout cas, c'est quelqu'un qui décrète qui respecte les canons du manifeste et qui ne les respecte Ah pas, oui. et il éjecte du Ah, groupe. il est en mode tu rentres dans mon club, tu rentres pas dans mon club. Exactement. Bah, déjà, il y a un manifeste. Donc à partir de là, c'est qu'il y a. ça C'est qu'il y a des définit- règles. Ouais, voilà, ça Oui. définit un cadre. Mais elles sont tellement strictes pour lui, l'objectif qu'il vise est tellement important à ses yeux qu'il n'hésite pas à écarter des gens. Et donc, ouais, je voulais vous montrer ça parce que justement, cette idée du groupe, ça ramène à des cadavres exquis. Alors ça, vous pouvez jouer chez vous. Le principe du cadavre exquis, c'est de faire se rencontrer des images ou des mots, ça dépend, on peut le faire soit littéraire, soit pictural, C'est connu. à partir de plusieurs personnes. Ouais. Oui, bien sûr, avec Cadavre Exquis. Donc là, vous voyez, vous avez à chaque fois plusieurs noms parce qu'ils sont plusieurs à collaborer. Donc on plie les papiers, on déplie et à la fin, on a une image complètement absurde. Et c'est ça, là par exemple, on a. On voit les pliures là. Les trois. Voilà, ouais, exactement. Les trois trucs. Mais oui, mais on faisait ça quand on était plus petit. Je suis dans le hate club de Édouard Vuillard. J'ai trop de mal avec Vuillard, je ne sais pas. C'est la première fois que je suis allé voir Vuillard, c'était à La Roche-Guyon. Je suis allé dans un musée. Et en fait, je faisais ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce jeu de je rentre dans une salle, je regarde pas qui fait les peintures, et qu'est-ce que j'aime pas. Et toutes les peintures que je n'aimais pas étaient de Vuillard. J'ai C'est du plus mal à- Bonnard, c'est ça? Ouais, moi je suis Team Bonnard. Alors que pourtant, Bonnard, enfin là, si tu regardes dans la pièce, Bonnard, il a une tendance à beaucoup plus brouiller les pistes de l'image. C'est-à-dire que si tu regardes l'image là-bas, le propos de Bonnard, ça va être de brouiller les différents plans. On a l'impression que tout est ramené sur le même plan. Et donc il trouble complètement la notion Moi d'espace. j'aime trop ce truc-là de pas comprendre, tu sais, c'est limite un trompe-l'œil parce que du coup tu as de la profondeur, mais tu sais pas vraiment s'il y a de la profondeur. Parce que c'est- toi, du coup, t'aimes bien Bonnard? c'est Moi ça je suis Team Bonnard, moi. Et en plus, c'était un portrait de Bonnard par Vuillard. Non mais je comprends. Oui. Ouais, non, Mais je- c'est quoi le rapport du coup, entre Bonnard et. Alors, ils appartiennent. Vuillard a été. Déjà, Vuillard a des petits camarades de lycée à Condorcet qui sont plutôt des noms connus, et il va fédérer autour de lui des artistes qui vont représenter le mouvement Nabi, les Nabis. Les nabis? Nabi. D'accord. C'est un mot qu'ils vont emprunter à l'arabe et à l'hébreu, qui veut dire le prophète. Et Bonnard va rentrer dans le groupe. Donc, ils vont être dans ce groupe des Nabis. Et c'est Bonnard qu'on voit, du coup, là? Oui, là, c'est Vuillard qui représente Bonnard. D'accord. C'est Bonnard le mec. Et pareil, ou pas un petit En peu fait, il a plus fait 4 tableaux qui sont dédiés à 4 artistes du groupe, à ces 4 amis. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Ça, c'est important. Il montre des artistes dans leur atelier. Encore une fois, on est après l'impressionnisme, qui était ce mouvement qui, tout d'un coup, sort de l'atelier pour peindre en extérieur. Alors, c'est un peu schématique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Effectivement, Monet sort, mais il fait des esquisses de tableaux qu'il va finir en atelier. Bien sûr, ouais. Mais il y avait cette idée qu'on sort de l'atelier pour peindre. Et là, justement, l'idée de Vuillard, c'est montrer que eux, leur univers, c'est l'atelier. Ce sont des créations complètes d'images. Et puis, pour Vuillard, c'est aussi montrer que lui a été beaucoup un peintre de l'intérieur. Alors là on rentre dans le vif. Ouais. Ça. La lettre O. Ouais. Alors, Olivier Mosset, c'est un L'œuvre des s'appelle Sans grand nom de la peinture aujourd'hui. Oui, alors ça, on ne filme pas. Ah oui, Mais ça pour moi on peut filmer. pour moi aussi, Mais non, parce que. bah non, on peut pas. Là, En fait, pour moi, si, parce qu'en fait, c'est vraiment, en fait, c'est comme si, Non. tu sais, on a des jeux, on a des En jeux vrai. où il y a des gens qui font des dessins des fois, tu vois, pour faire deviner des choses. C'est déjà Des arrivé, fois, ouais. Ça a déjà ressemblé à ça, quoi. C'est Alors, déjà on va arrivé. peut-être pas prendre de risques parce que Bon, j'aime on va bien pas le prendre jeu de de risques, on en mais parle. juste, n'hésitez pas à aller voir Georges Baselitz et le titre de l'œuvre, c'est Big Peace
ce n'est pas une vanne. Venez au musée pour la voir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc là c'était l'idée, c'était de vous montrer Baselitz, de vous montrer ce qui a été son geste à lui, qui va être de peindre à l'envers. Il commence à faire ça à partir de 1969. Donc lui c'est un artiste allemand d'abord, qui naît en 1938, donc dans le contexte de l'Allemagne nazie, Ah ouais. Ah oui. qui va se poser évidemment la question de comment est-ce qu'on continue à peindre après la Deuxième Guerre mondiale. Qui va s'intéresser aussi à l'art-thérapie, donc cette idée de faire peindre, cette idée de l'art-thérapie qui va soigner par la pratique, et qui va donc avoir une œuvre figurative. Donc l'idée c'est quand même de représenter quelque chose, mais de ne pas représenter, disons, de casser l'idée que l'image est associée à un sens, et donc il les retourne. Okay. À partir du moment où il retourne son motif, ça n'a plus de sens. Ça n'est plus que presque on pourrait dire de la figuration pure. On va se faire un petit tour avec Andy Warhol. On retrouve notre lien avec Yves Saint Laurent. Donc ça c'est une œuvre de Warhol. Warhol, c'est quelqu'un qui commence à travailler dans la publicité. D'accord ? Donc il y a cette idée quand même d'une image qu'on diffuse pour un but précis qui est vendre. La vente. Et surtout une image qu'on va reproduire. Lui, quand il ouvre Harper's Bazaar ou Vogue, il voit les dessins qu'il avait fait pour la pub. Il y a cette idée que l'art peut ne plus être associé à une œuvre physique, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Et donc il va s'intéresser à des techniques de reproduction, à savoir la sérigraphie. Pour vous la faire courte, la sérigraphie, j'ai mon dessin que je vais appliquer sur une toile. En général, c'est de la soie, c'est pour ça qu'on dit sérigraphie. On fait des trous au niveau du dessin. Et donc on va projeter la peinture à travers la soie. Elle va donc traverser la soie pour aller traverser les trous faits dans la soie, comme un pochoir, et ça va sur la toile. Ah. Oui, ça résonne. Ah oui, et là, ça résonne. Hein. Nous sommes seuls. Oh ouais. C'est une œuvre globale. C'est une œuvre globale. Oui. C'est incroyable. C'est une œuvre qu'il a faite avec son frère, déjà. Et donc là, on est en 1937, pendant l'exposition universelle de Paris. Il y a un bâtiment, un pavillon qui est dédié aux arts et aux technologies, une série de pavillons, et donc lui va décorer le pavillon de l'électricité, de la fée électricité, qui devait montrer justement tous les apports de l'électricité au monde moderne. On est toujours dans ce cadre un peu classique où vous avez cette idée morale classique, et donc vous avez les dieux de l'Olympe qui trônent dans le ciel, et on voit donc émerger l'électricité sous Zeus. Classique. Ah, c'est ça tombe bien, lui en fait, elle est incroyable à voir cette salle avec l'éclairage, je trouve. L'éclairage fait un taf. Ah, l'éclairage est hallucinant. Mais j'ai même cru que c'était rétro-éclairé. Ah ouais, vraiment. En fait, on dirait que c'est rétro-éclairé. En fait, on dirait que c'est une œuvre qui est digitale, en fait. Oui, c'est ça. En fait, on dirait des écrans, en fait. Pour ça, ça a été très compliqué. En fait, il a mis au point avec un chimiste une peinture qui soit suffisamment fluide pour retrouver l'effet de la peinture à l'huile et également un peu l'effet de l'aquarelle qu'il a beaucoup pratiqué, et en même temps qui sèche très vite. Parce que le problème de la peinture à l'huile, c'est que ça peut mettre plus d'un an à sécher. Ah ouais? Oui, l'huile, c'est très très long à sécher. En fait, vous avez vous avez 110 personnages au total. Si vous regardez, en fait, la frise, elle est chronologique. On va commencer avec l'Antiquité. Mais oui, il y a Mendeleïev, pardon. Désolé. On sent les scientifiques, là. Bah, un petit peu, effectivement. Il y a un peu de ça, effectivement. Ah, mais c'est parents. Mais Oui, d'accord, c'est j'avais parents, pas capté que c'était chronologique. Mais oui. Et comme ça, Et en fait, c'est une progression qui nous amène jusqu'au temps moderne, d'accord, jusqu'au bal du 14 juillet, jusqu'à ces villes qui sont éclairées. Incroyable. Avec des cinémas. Où on peut faire abstraction du jour et de la nuit, de la nature. Donc c'est vraiment on est complètement dans cette idée positiviste que le monde court à son amélioration. Bah, mon cher Philippe, on est dans des timings exceptionnels. De il est folie. 22h10, on a fait toute la... On a tout fait. Pause, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était trop bien. Tu t'es régalé? Ah ouais, je me suis régalé. J'ai limite envie de du coup revenir pour prendre le temps de voir les choses qu'on n'a pas vues et tout. Mais quel plaisir d'être accompagné par Philippe, par toi qui nous a. Ah, merci beaucoup. En fait, merci à vous. Encore une fois, moi ça me sort de mon habitude.
Ça change aussi du discours, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un échange. Donc non, merci à vous aussi. N'hésitez pas à nous faire des retours parce que c'est important pour une fois, à faire des retours, à nous dire sur Twitter, etc. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez en refaire? Parce qu'en fait, si vous êtes motivé, les musées peuvent nous faire confiance. C'est-à-dire que là, le musée d'Art moderne, on a réussi à les convaincre, mais de base, c'était nous qui sommes allés les voir. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, peut-être, pour une autre nuit du musée. Peut-être.